Bernard Arnault est le 4e homme le plus riche du monde. Sa fortune colossale est estimée à plus de 60 milliards d'euros. Il est notamment propriétaire des quotidiens Le Parisien et Les Échos. Et à ce titre, le milliardaire touche 12 millions d'euros d'aide de l'État chaque année. Cet argent, c'est celui des contribuables français, c'est le vôtre. Alors, reprenez le pouvoir, donnez à la presse que vous aimez, donnez à TV Liberté. Mon invité est philosophe Bertrand Vergely. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant en classe préparatoire Cagne et Hippocagne à Orléans. Vous professez aussi à l'Institut Saint-Serge à Paris. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages comme l'histoire ou le retour à l'émerveillement, la tentation de l'homme-dieu. Et puis, parce qu'il y a une grande continuité dans vos travaux, vous publiez La destruction du réel, la fin programmée de l'humain a-t-elle commencé ? Point d'interrogation. Mais dans votre prologue, vous affirmez un principe que vous répétez d'ailleurs plusieurs fois dans l'ouvrage, nous ne venons pas de rien. Et vous ajoutez même, nous ne sommes pas rien. Et je me suis dit, est-ce qu'il est nécessaire de rappeler à l'humanité, aux humains, leur origine ? Exemple, 84% de la population mondiale a une religion. Elle sait donc parfaitement quelle est son origine. Elle peut même citer les noms de ceux qui ont été à l'origine de l'humanité. Je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir une religion, ça ne veut pas dire qu'on a pensé son origine. Pendant longtemps, l'humanité a une origine, ensuite on a voulu penser l'origine, et là est rentré le débat philosophique, et dans ce débat philosophique, aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes, et non des moindres, qui pensent que l'homme est un accident de la nature, voire même un accident de la volonté des dieux. Et donc, vous pouvez avoir une religion, mais un sens totalement absurde de l'homme, en disant « nous sommes créés d'une manière totalement arbitraire ». Et puis, vous avez une conscience profonde qui dit non seulement l'homme ne vient pas de rien, mais il n'est pas un accident absurde ni de la nature, ni de la religion, mais il a du sens à l'intérieur du monde, c'est-à-dire qu'avec l'homme, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. On introduit de la conscience dans l'univers, c'est Pascal qui le montre au XVIIe siècle. L'homme introduit de la conscience, et là il dit, l'homme ne vient pas de rien, il ne va pas vers rien, il n'est vers rien, c'est-à-dire il est lié à un projet, à quelque chose de magnifique à l'intérieur de l'histoire de l'univers. Voilà. Parmi les attaques que vous nommez contre l'origine, figure le mariage pour tous, le mariage homosexuel. J'ai envie de vous dire, me faisant aussi l'avocat du diable, mais pourquoi pas, n'est-ce pas le prix à payer pour engranger une victoire de la tolérance ? Ce terme, victoire de la tolérance, je l'ai trouvé dans votre ouvrage. Oui, alors, à l'intérieur du livre, il y a l'idée qu'à un moment, le réel est en train de disparaître. Qu'est-ce que j'appelle le réel ? C'est l'altérité qui s'exprime à travers la matière, la vie, l'homme, la culture, l'histoire. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a l'idée de faire un homme tout seul qui serait capable de s'auto-créer. Un jeune scientifique, Olivier Rey, a écrit un livre au titre révélateur, « Une folle solitude », sous-titre « Le fantasme de l'homme auto-créé ». Et je pense que le mariage pour tous m'a intéressé. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a d'une part quelque chose qui honore notre civilisation, c'est la tolérance à l'égard de l'orientation sexuelle différente et de permettre à des couples qui ont une vie homosexuelle de pouvoir, en toute quiétude, vivre leur vie personnelle et leur vie subjective. Pas de problème. Mais à cette occasion, il y a eu une volonté de changer totalement les données radicales de l'humanité et en particulier d'expliquer que, au fond, l'homme né d'un homme et d'une femme, et d'un père et d'une mère, eh bien, c'était un schéma dont il fallait se libérer. C'est-à-dire, il y a l'idée, le couple homme-femme et le couple père-mère, c'est une invention culturelle, et il faut s'en débarrasser. Et ça se traduit par la théorie du genre, où il est question de supprimer le mot sexe pour le remplacer par le mot genre, avant de supprimer les genres. De dire, voilà, il n'y a pas d'homme, il y a de femmes, il y a la société qui a genré les individus
en les masculinisant et les féminisant. La vérité, c'est que nous sommes tous polysexuels et il faudrait revenir à cette polysexualité. Et alors là, on est devant un nouveau modèle et je pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train d'éradiquer l'origine? Parce que si vous prenez le mariage et les enfants, vous aurez quoi? Vous aurez deux femmes qui, pour faire un enfant, ont recours au sperme d'un inconnu. Vous aurez deux hommes qui, pour faire un enfant, vont utiliser le ventre d'une inconnue. Et l'enfant qui résultera de tout ça n'aura ni père ni mère. À la case père-mère, il y aura un blanc et il n'y aura plus de nom sur les origines. Il n'y aura plus de visage sur les origines. Et là, je pense que nous sommes dans quelque chose de très grave, car toute notre civilisation est fondée sur l'idée que l'homme est né d'une personne avec un visage et d'un nom, et il n'est pas non seulement un accident de la nature, mais il n'est pas l'effet d'un hasard au niveau du père et au niveau de la mère. Voilà. Et donc je dis, attention, vous êtes en train de toucher à l'origine. Or, si vous lisez Gilles Deleuze, qui écrit l'Anti-Édipe, il dit « Il faut libérer les hommes de la filiation ». Donc il y a des projets dans notre monde qui est de dire, est-ce que nous maintenons une humanité avec une filiation, un visage, un nom, et ou alors nous allons en finir avec la filiation. Est-ce que le philosophe que vous êtes n'est pas tout simplement ravi de voir que ce qui était impossible devient possible? L'impossible devient possible. Il y a des philosophes qui sont ravis. Il y a des gens qui disent, mais c'est formidable. Nous sommes aujourd'hui dans un autre monde où on va pouvoir, premièrement, se libérer du vieux schéma conservateur, réactionnaire, le père, la mère et l'homme et la femme. Et d'autre part, il y en a qui disent, on va pouvoir faire des enfants autrement. Vous avez un livre extraordinaire qui s'appelle 100 000 ans de beauté, qui a été fait par chez Gallimard, et dans lequel le 5e tome est consacré à l'homme de demain. Et il y a un des grands fantasmes des artistes contemporains ou futuristes, c'est l'homme auto-fécondé. Vous savez qu'il y a des projets pour que les femmes puissent s'auto-féconder sans passer par l'altérité de l'homme. Et vous avez également des projets de réflexion sur la grossesse masculine. Vous avez également des projets pour dire « et si on faisait naître un enfant d'un utérus artificiel sans passer ni par l'homme ni par la femme ?» C'est pas ça la finalité finalement d'ailleurs? La finalité, c'est le pouvoir total, le contrôle total, c'est le grand fantasme de l'humanisme mis en place à la Renaissance, où ce qui nous intéresse n'est plus la vie, mais le pouvoir sur la vie. Et le pouvoir sur la vie amène paradoxalement au triomphe de l'homme et à la destruction de l'homme. Triomphe de l'homme, l'homme domine tout, mais expliquant l'homme par l'homme, il est obligé de dériver l'homme d'éléments non humains, ce qui fait qu'il dissout l'homme pour le comprendre. Par exemple, je peux très bien vous expliquer que vous n'êtes que le résultat d'un processus d'échange entre des atomes ou bien des cellules au niveau physico-chimique. Vous disparaissez en tant que personne, je vous explique totalement, triomphe de la science, mais vous n'existez plus en tant que personne, vous n'êtes qu'un amas de cellules ou un amas d'atomes. Vous alertez vos lecteurs sur ces changements radicaux qui sont en train de se faire face et que vous évoquez, et vous mettez en garde ceux qui veulent nous apprendre, par exemple, aussi à partager notre vie avec des robots. Et vous citez un cas emblématique, c'est celui de Sophia, qui est une citoyenne d'Arabie Saoudite. 24 octobre 2017, l'Arabie Saoudite confère la nationalité, accorde la nationalité à un robot, le robot Sophia, qui est le premier robot capable de soutenir une conversation humaine. Il s'avère que le robot Sophia est une femme non voilée. Donc, étonnant, il est très difficile en Arabie Saoudite d'avoir la nationalité. Qui plus est, une femme non voilée à la nationalité, c'est un phénomène totalement nouveau. Qu'est-ce qui est intéressant métaphysiquement, spirituellement pour nous, c'est d'apercevoir que désormais, pour faire un citoyen, il n'y a plus besoin d'un homme. Un robot peut faire l'affaire. Et cela va dans le sens où, pour faire un homme, pour faire de l'humain, un homme n'est plus nécessaire. La simulation de l'humain est aussi valable que l'homme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je simule l'humain et je le simule parfaitement, ça tient lieu de l'humain. Et je dis, ce jour-là, symboliquement, l'humanité a disparu.
C'est-à-dire, nous serons dans un monde où l'homme sera un des aspects humains. Laurent Alexandre dit, dans le monde de demain, la vie réelle sera une vie possible parmi les autres. Eh bien, ce qui arrive avec le robot Sophia, c'est de dire, dans le monde de demain, pour faire de l'humain, l'homme réel, celui que vous êtes, celui que nous sommes, sera une des possibilités parmi d'autres. J'appelle ça la mort de l'humanité par noyade. Et vous allez dans ce domaine des robots beaucoup plus loin et peut-être en direction de ceux qui pensent, on en parlait tout à l'heure avant d'arriver dans ce studio, que le robot c'est mignon et craquant, hein, ce sont les termes que vous aviez utilisés. Et vous dites que ce n'est plus l'homme qui est robotisé, mais c'est bel et bien le robot qui est humanisé. Exactement. On arrive aujourd'hui à un nouveau fantasme. Il y a des fantasmes de supprimer les barrières. Donc il y a la barrière homme-animal, qui consiste à dire l'homme est un animal parmi d'autres. Il y a la différence entre l'homme et la femme. L'homme et la femme, au fond, c'est pas tellement important. L'important, c'est le choix. Et on doit pouvoir être transgenre et choisir son sexe comme on veut. Et il y a un troisième élément, c'est de supprimer la différence qu'il y a entre l'homme et la machine et de dire la machine est un homme comme un autre. Alors on arrive, l'autre jour j'ai une amie qui va chez Uniqlo et qui dit il y a des robots qui nous reçoivent et elle dit la caractéristique de ces robots c'est qu'ils sont mignons, ils sont craquants. Et on a là, par la séduction. C'est un des aspects dans le mode de pensée. Quand on veut vous faire accepter le transhumanisme, on vous met trois choses. Premièrement, une image choc, une performance éblouissante. Deuxièmement, une menace, tu vas quand même pas arrêter le progrès. Et troisièmement, le fatalisme. De toute façon, c'est inéluctable. Tu vas pas, tout seul, avec tes petits bras et tes petits poings, lutter contre ce qui arrive. Voilà. Et là, je dis, attention, on est devant une démission de la pensée. Moi, je pense que les robots, les machines font partie de notre vie, mais mettons-leur à leur place. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui ? C'est d'accepter que les robots prennent notre place et ne soient pas à leur place. Et donc, tout le problème, il est là, et il y a des gens qui jouent sur la fascination pour vendre les robots. Attaque contre les origines, l'humanité robotisée, le robot humanisé, oui. Et vous ajoutez un troisième péril, la destruction du vrai. C'est-à-dire vraiment, on ne veut plus de modèle. On ne veut plus de modèle, c'est-à-dire, c'est très bien dit par Judith Butler dans son livre « Troubles dans le genre », elle dit « Nous allons changer complètement les relations au niveau des mœurs » et nous allons ouvrir le champ des possibles et libérer la conscience humaine d'un modèle que l'on nous impose. On nous a imposé l'hétérosexualité obligatoire, on ne veut plus de modèle. Bien. Donc ça veut dire il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus de vérité, ça veut dire tout est possible. Tout est possible, ça se traduit par quoi ? À la Renaissance, vous avez un grand peintre, Arcimboldo, qui décide à un moment que pour faire un visage humain, il n'y a plus besoin de l'homme, on peut composer un visage humain avec des fleurs, avec des fruits, avec des instruments de mathématiques ou bien avec des livres. Et là, on est devant l'ouverture au fond du possible. C'est-à-dire qu'un homme, ça peut être des fleurs, ça peut être un homme, et quelque part, finalement, tout peut s'échanger, tout peut communiquer, et on rentre dans l'univers deleuzien d'un monde sans identité, le monde du schizo, qui surfe sur la vague de l'existence au gré de ses plaisirs et de ses désirs. Pas nécessaire de faire d'Arcimboldo un diable pour autant. Non. C'était une méthode. Je pense qu'Arcimboldo a été Il a réussi d'ailleurs. Non, mais Arcimboldo est génial. C'est un des aspects de notre culture. Il faut le savoir qu'il y a la fascination pour l'esthétique et la virtuosité. Et tout d'un coup, on se dit, et si la vérité, c'était le pouvoir de pouvoir tout composer. Moi, je dis, tout est intéressant. Pourquoi pas ? Mais tout a un prix. Et regardez ce que vous allez faire si vous allez dans cette direction. Et j'en reviens à l'idée de la sagesse. Tout est bon
à partir du moment où on cadre et on limite les choses. Donc, c'est les excès qui sont négatifs. Est-ce qu'on va faire disparaître l'homme? Je dis, vous n'avez pas intérêt. Il y a des gens, il faudra toujours un homme pour pouvoir parler de l'illusion, de la création. Et plus il y aura d'hommes réels, mieux on se portera dans la création. Mais certains disent, on va faire disparaître l'homme réel. Dans cet ouvrage, vous venez de citer Arcimboldo et ses saisons. Votre ouvrage, c'est un acte d'accusation aussi, important, c'est une grosse partie de l'ouvrage, sur ces artistes et ces intellectuels qui ont fait finalement le lit des évolutions scientifiques et techniques actuelles que vous dénoncez. Je pense à Bourdieu, le passion du pouvoir, du savoir, pardon, et Foucault qui est la passion du pouvoir. Pour vous, ils sont responsables de la disparition des filiations. Freud est responsable de l'effacement de l'humain. Responsables, oui, peut-être, mais pas coupables. Les coupables sont ceux qui ont propagé leurs idées, qui en ont fait leur maître. Alors, à penser. Ce livre n'est pas tant un acte d'accusation même. Que le fait de dire... Arcimboldo est le démiurge. Oui, alors le fait de dire deux choses. Premièrement, attention, il y a des atteintes très graves qui sont en train d'être menées contre l'homme. Et deuxièmement, comprenons d'où ça vient. C'est-à-dire que derrière les modernes que nous sommes, il y a des choses qui ont commencé il y a très longtemps. Notre fascination pour l'illusion et la séduction, elle date des sophistes de Platon il y a 2500 ans. Je pense qu'il est bon de le savoir. Et il est bon de dire il y a un débat à l'intérieur de notre culture. Ce débat, il est très très bien illustré par Pierre-André Taguieff dans un article qu'il a publié en 1998 où il dit « Arrêtons d'être dans le sacré de la personne, n'hésitons pas à cloner les êtres humains pour permettre le progrès. » Je pense que c'est remarquablement résumé. Est-ce que nous pensons que l'être humain a quelque chose de sacré et qu'il y a du sacré dans la vie et qu'il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher et que ça c'est le garant de la civilisation, du progrès des droits de l'homme? Ou alors est-ce qu'on fait sauter cette idée sous prétexte de faire le progrès? Je crois que le problème, il est là. C'est-à-dire, où sont les limites? Y a-t-il des limites? Le mot d'ordre californien, c'est « no limit ». On ne veut pas de limites, on ne veut plus entendre parler de sacré. Et l'idée, on va faire une nouvelle religion, qui est la religion de l'homme-dieu, et dans laquelle, quelque part, c'est le sacré de la désacralisation totale. Donc, à un moment, moi je dis, attention, danger, casse-cou. Ce qui nous a préservés aujourd'hui, c'est d'avoir le sens de la liberté, mais aussi le sens d'un certain nombre de limites. Ne faites pas sauter certaines limites. J'en reviens quand même à l'idée que les coupables de tout temps, ce sont ceux qui se sont laissés éblouir par ces lumières, par ces idées qui sont dangereuses, voire, si je vous lis, nauséabondes. Vous avez tout à fait raison. Le coupable, il n'est pas en l'autre, il est en nous. Dans un moment, la séduction perverse que peut exercer à un moment, je dirais, ce genre de transgression. Et c'est ce que dit très bien Laurent Alexandre. Dans Alexandre, à cette phrase, nous allons aller de transgression en transgression en utilisant tout ce que la technologie nous permettra de faire. Ça, c'est le coupable. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un en particulier, c'est la fascination pour la transgression. À leur époque, Foucault, Bourdieu ont pris un certain nombre de positions politiques qui étaient des positions radicales, dont ils n'ont, à mon avis, pas toujours mesuré les conséquences. Et par exemple, il y a eu des critiques de la loi, il y a eu des assimilations et des amalgames qui ont été faits d'une manière un peu rapide entre toutes les formes de la culture et les formes de la violence, sous prétexte de la dénonciation. Bien. À un moment, ils ne sont pas responsables de tout. À mon avis, ils ont mal réfléchi. Si vous dites par exemple que la morale est quelque chose de conservateur, vous tenez un propos irresponsable. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est vrai que la morale est conservatrice, mais de l'autre côté, quand on a affaire à des transgressions du type du nazisme, où à un moment on est dans la barbarie, c'est parce qu'on met du non négociable qu'à un moment on peut résister, et le non négociable, ça s'appelle de la morale. Donc à un moment, ne disons pas que la morale est quelque chose de réactionnaire. Donc, quelle est la critique que j'ai? Que vous expliquiez qu'il y ait des réactionnaires moralisateurs, c'est vrai.
Que vous disiez que la morale est réactionnaire, vous n'avez pas le droit de le dire. Parce qu'à un moment, tout s'écroule. Et donc, il faut critiquer les réactionnaires moralisateurs, mais il faut dire attention, il y a des choses fondamentales, non négociables, sur lesquelles tout se construit. Alors, la conclusion de votre ouvrage, elle figure finalement en première page, première ligne même de l'ouvrage, c'est « La fin de l'homme commence vraiment ». Mais là, les transhumanistes vous répondraient à cette constatation qu'il faut premièrement la nier, que ce n'est pas la fin de l'homme, qu'il faut considérer même que certains aspects de la condition humaine indésirables vont être supprimés. L'homme vers lequel on avance, c'est un homme qui ne va pas subir le handicap, qui ne va pas subir la souffrance, qui ne va pas subir la maladie, qui va voir s'éloigner la mort. Banco. Bien sûr. Et là, vous ramenez la question à ce qu'a écrit Luc Ferry. Luc Ferry se dit transhumaniste. Mais il oublie de dire qu'il y a deux transhumanismes. Il y a un transhumanisme qui est le transhumanisme du progrès, et il y a un transhumanisme qui est le transhumanisme du post-humanisme. Alors, au départ, le transhumanisme était un post-humanisme, en disant « nous allons fabriquer un homme qui n'a rien à voir avec l'homme tel que vous l'avez connu, parce qu'il va être totalement déconditionné grâce à tous les procédés techniques que nous connaissons ». Ensuite, on commence à s'inquiéter, rétro-pédalage, et les transhumanistes disent « nous ne sommes pas post-humanistes, nous sommes humanistes et nous sommes pour le progrès ». Qui est-ce qui dit cela? C'est Nick Bostrom, qui est à un moment un des papes de l'intelligence artificielle, et qui dit « je ne crois pas que je suis transhumaniste parce que je ne suis pas post-humaniste ». Donc il faut savoir, est-ce que vous êtes dans le post-humain? L'homme, c'est fini, on va fabriquer un nouvel homme grâce aux nouvelles technologies, et là, on tombe dans la volonté de puissance, où le problème n'est pas de réparer l'homme, mais de l'augmenter. Et l'augmenter, ça veut dire qu'à un certain moment, l'homme ne sera plus le produit de l'homme, mais des puces qu'on mettra à l'intérieur de son système mental ou physique pour en faire un surhomme. Moi, je dis dangereux, on sait où nous a amené les idéologies du surhomme. Ça nous amène à la violence. Ou alors, vous avez des gens qui disent, écoutez, on va utiliser toutes les ressources de la technologie, mais on ne va pas fabriquer un nouvel homme. Alors moi, je suis d'accord. La banco, comme vous. Hein. Je vous signale personnellement qu'on m'a on m'a laserisé les yeux, j'en suis très content, je ne serai peut-être pas aveugle, j'ai des lentilles de contact, il s'avère que j'ai un implant et tout, je ne m'en plains pas, ce sont des améliorations techniques, tant mieux. Si le transhumanisme, c'est simplement le progrès, formidable. Mais à l'intérieur du transhumanisme, vous avez des gens qui sont pour le post-humain, mais pour l'instant, ils n'osent plus le dire directement parce que ça fait peur. Donc, rétropédalage. Et maintenant, parce que ça c'est la question qui revient sans arrêt, et à laquelle d'ailleurs il vous faut répondre. Alors, vous répondez, vous donnez même 11 attitudes à avoir, de la résignation à l'éternel retour, le progressisme, le déni, et vous proposez, une attitude, l'imprévisible. Ça mérite une explication, l'imprévisible. Il y a quelque chose qui me fait vivre et que je trouve formidable pour avoir de la joie. Mais c'est l'idée qu'on ne sait absolument pas ce vers quoi on va. Et qu'il y a toujours quelque chose dans l'existence à quoi nous n'avons pas pensé. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a des choses auxquelles on n'a absolument pas pensé et qui vont arriver et qui vont nous surprendre. Et en particulier, le truc qui va nous surprendre, à mon avis, c'est un truc hyper positif. Que de fois j'entends dire « seule une catastrophe écologique va pouvoir nous permettre de prendre conscience ». Ou bien « seule une guerre va nous permettre de prendre conscience ». Ou bien « ça va être la destruction ». Je n'en crois rien. Je crois que l'humanité progresse par l'émerveillement, l'enthousiasme, la beauté, la joie. Et je pense qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé. Tous les scénarios auxquels on pense sont des scénarios catastrophes. Je le dis, Dostoïevski, dans Les Frères Karamazov, fait parler le grand inquisiteur. Et le grand inquisiteur dit un petit peu le schéma de notre monde. Les hommes sont tellement bêtes qu'il va falloir imaginer un État qui pense tout pour eux.
Bien. Donc ça a une vision totalement négative. Moi, je préfère l'idée, le réel est tellement imprévisible que tu vas voir, il va y avoir des choses auxquelles nul n'a pensé et qui, elles, vont vraiment transformer notre monde. Alors, vous ne croyez pas au grand effondrement? Pas du tout. Ah, pas du tout. Ah, je crois à la surprise. Et je crois qu'il y a absolument, on va absolument pas vers la catastrophe. La plus grande catastrophe qui va arriver, c'est quand des gens trouveront des trucs tellement plus intéressants que Facebook, qu'à un moment, c'est Facebook qui va s'effondrer, c'est pas le monde. Alors là, tout d'un coup, ils vont faire une drôle de tête. Parce quoi? Parce que tout d'un coup, on montrera qu'il y a des territoires et des choses absolument passionnantes auxquelles on n'avait pas pensé. La destruction du réel, merci beaucoup d'être venu sur TV Liberté, c'était passionnant. Reçu. Et ce livre est tout aussi passionnant. Merci.